Je changerais ma vie pour rien au monde. Je changerais mon parcours pour rien au monde. Malgré les cassures, malgré les traumas, malgré tout ce qui s'est passé, ça changerait la personne que je suis aujourd'hui. C'est difficile d'en parler, des fois ça monte dans les émotions. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Ambitus est un podcast imaginé et porté par l'Éveil. L'Éveil est une association active depuis 1995 dans le canton de Vaud, en Suisse, qui s'engage pour la réinsertion socio-professionnelle et la reconstruction du lien social. À travers une multitude d'ateliers et de dispositifs créatifs, elle accompagne des personnes fragilisées et marginalisées sur le chemin de la reconquête de soi. Derrière les données et les constats se cachent des visages, des histoires, des trajectoires humaines, parfois singulières, parfois familières, parfois chaotiques, parfois lumineuses, mais toujours profondément authentiques. Ce podcast vous ouvre la porte à ces voix que l'on entend rarement, des parcours discrets, souvent enfouis, qui trouvent ici un espace pour se dire, pour se raconter. En musique, l'ambitus désigne ce que l'on pourrait appeler l'étendue d'une voix ou d'un instrument, de sa note la plus grave à la plus aiguë. De la même manière, chaque personne compose sa propre partition de vie avec ses hautes notes et ses basses notes. Avec Ambitus, nous souhaitons laisser résonner ces mélodies humaines dans toute leur richesse et leur complexité au rythme des personnes concernées. Si vous aimez ce format et voulez encourager la démarche, n'hésitez pas à parler d'Ambitus autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Pour plus d'informations sur les activités et l'histoire de l'éveil, son directeur Oran Mackenzie vous explique tout dans l'épisode 0, le premier de la liste. Dans cet épisode, vous écouterez Tamara qui nous partage des moments qu'elle a voulu raconter, des moments parfois durs. Merci à elle pour sa force et son courage. Bonne écoute. Attention, ce témoignage aborde des sujets qui peuvent heurter certaines sensibilités, telles que des violences physiques et sexuelles, des addictions, ainsi que la mort. Je m'appelle Tamara. Je suis née en 1993 à Aigle, de parents hôteliers-restaurateurs. Ils se sont connus à l'école hôtelière de Genève. Ma maman est issue d'une famille bourgeoise catholique pratiquante espagnole et mon père d'une famille modeste de parents aussi hôteliers et restaurateurs. Quelques mois après ma naissance, mon petit frère est né. Mes parents se sont séparés quand j'avais 4 ans. Mon père est parti vivre en squat. Et ça a été assez hors norme de vivre comme ça parce que d'un côté, je vivais la semaine et un week-end sur 2 avec ma maman modestement, même si elle était issue, elle, d'une famille bourgeoise, elle, en arrivant en Suisse, s'est pris une claque dans la gueule après la séparation avec mon père et s'est retrouvée avec peu de moyens pour subvenir à nos besoins. Et mon père vivait à ce moment-là en squat au Toit du Monde, à Vevey notamment, fin des années 90. C'était original. J'ai pas d'autre mot que original. Entre une espèce de villa d'artistes, des personnes un peu perchées mais pas méchantes et une éducation quand même assez, j'ai pas envie de dire rigide, mais cadrée par ma maman. Ce qui au final fait un équilibre assez sain, un peu les extrêmes qui s'équilibrent. J'ai été quand même entourée par des parents aimants, quoique parfois un peu dysfonctionnels, mais comme je le dis souvent, j'ai eu les parents parfaits avec leur imperfection. Je crois que c'est les parents qu'il me fallait. En 1999, j'ai été violée par mon voisin de 12 ans. Pour mettre un peu le contexte, c'était la fête des vignerons à Vevey, une grande fête qui a lieu 4 fois par siècle. Et
ça s'est pas passé chez moi, ça s'est pas passé chez le voisin, ça s'est passé chez une amie à ma maman, chez qui on allait régulièrement. On peut imaginer ou penser qu'un viol est violent, ou en tout cas on a tendance à croire que c'est comme ça. Et à l'âge de 6 ans, quand ça s'est passé, je pensais être amoureuse de ce garçon. Mais c'est un moment de la vie où on n'est pas vraiment conscient ou consciente de ce que c'est le consentement. Surtout à cette époque-là, on n'en parlait pas avec les enfants. Et pour en profiter, pour qu'il profite de moi et de me faire certaines choses, on jouait à cache-cache. Alors évidemment, mon frère et son pote d'enfance allaient se cacher dans l'appartement pendant que lui profitait qu'on soit en train de compter, entre guillemets. Ça n'a pas été en soi un traumatisme de violence. C'est plus le fait de réaliser au bout de quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas comment évaluer la chose vu que ça fait quand même quelques années, j'en ai parlé à ma maman pour lui dire ce que j'avais vécu et que je trouvais ça bizarre. Donc voilà, en faisant un peu le chemin interne dans ma petite tête. Et un matin, quand ce fameux voisin est venu nous chercher pour nous amener à l'école, ma maman l'a envoyé se faire, pour rester poli. Et on n'a pas porté plainte. Enfin, ma maman n'a pas porté plainte parce qu'elle avait peur des représailles. À ce moment-là, il y avait beaucoup d'histoires de représailles dès qu'on attaquait juridiquement certaines personnes. Chemin faisant, j'en parle à un grand de l'école et malheureusement, j'ai un peu donné le bâton pour me faire battre en parlant. Du fait d'avoir confié ce secret, lui l'a divulgué à toute l'école, tout simplement. Et depuis ce moment-là, j'ai été victime de harcèlement scolaire. Et ça a été très violent. Toute ma scolarité. J'ai toujours été une enfant assez enjouée, curieuse, parfois un peu turbulente, mais quand même avec des bonnes notes. Il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, au sein de mon cadre familial et privé, ma maman subissait des violences conjugales. Et c'était compliqué de se retrouver en fait toujours entourée de violences, que ça soit à l'école et dans le cadre familial. J'ai jamais été victime, moi, directe, mais témoin, ou du moins témoin indirect des violences que ma maman a subies. Avec tout ça, il y a eu l'alcool qui est apparu dans nos vies, dans la vie. Et ma maman s'est retrouvée à faire une cure de sevrage, de désintoxication. Ça a été un moment très mouvementé parce que on se retrouvait à aller vivre avec mon père, donc mon frère et moi. Mon père qui à ce moment-là ne vivait plus en squat depuis quelques années. Donc un moment un peu de turbulence.
moment aussi très crucial au niveau scolaire, vu que c'est là où il y avait les orientations en 6e, entre VSO, VSG, VSB. Et du fait d'avoir eu des équilibres privés, ça a beaucoup impacté mon travail scolaire. Malgré tout ça, il y a eu la venue de ce qui va devenir en fait mon futur beau-père, qui rencontre ma maman et qui l'incite à s'en sortir. Beau-père d'origine sénégalaise, musulman, une sacrée nouveauté quand même quand on a grandi dans une famille très blanche et très catholique d'un côté et très blanche et modeste de l'autre. Mais une richesse aussi. Quelque temps après, mon petit frère vient au monde en 2007 et j'en suis ravie. Je pense que le fait d'apprendre que j'allais devenir grande sœur pour de vrai entre guillemets, parce que même si j'avais un autre petit frère, je me rendais pas compte que j'étais grande sœur. Là, le fait de réaliser qu'il y allait avoir un petit bébé à la maison m'a donné beaucoup de force quelque part, de vouloir avancer. Je suis arrivée en VSO, donc voie secondaire à option. À l'époque, il y avait 3 voies. VSO, voie secondaire à option, VSG, voie secondaire générale, et VSB, voie secondaire baccalauréat. Et au bout de 3 mois de cours, le prof convoque mes parents en disant que je n'avais rien à foutre dans sa classe, que je devais être en VSG, voire en VSB, et qu'il ne comprenait vraiment pas pourquoi j'étais arrivée dans sa classe. Malheureusement, je pouvais pas arrêter mon année et passer en VSG en cours de route. Donc j'ai fini ma 7e VSO, pour redoubler et passer en VSG. Donc je fais 7e, 8e et 9e en VSG. Malheureusement, je n'ai pas eu les points pour le gymnase et en même temps, ma maman déclare un cancer. Gros chamboulement de nouveau. Ma maman déclare un cancer du sein, donc grand chamboulement. Et dans la famille, ça va plus ou moins bien. Disons, malgré la maladie, on avance ensemble. Donc, mon beau-père, mes 2 frères, ma maman et moi, on avance tant bien que mal dans ces nouvelles aventures. Quelques temps plus tard, ma mère déclare un 2e cancer, celui du système lymphatique, qui est un cousin de la leucémie, tout simplement. À ce moment-là, je prends un peu le rôle de maman, en m'occupant de mon petit frère de 3 ans, en gérant mes études pour enfin pouvoir rentrer au gymnase, les courses, l'entretien de la maison. Mon beau-père s'occupe de son entreprise et de ses... Voilà, en tant que couturier, il doit faire des retouches. En tant qu'indépendant, il ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Il est obligé de bosser. Et je gère ça comme je peux, tout simplement. De mon mieux aussi. De mon mieux. Faire de son mieux. Après 2 ans de lutte de ma maman, malheureusement, elle décède. J'avais pratiquement 19 ans. Je n'avais pas les points pour rentrer au gymnase et j'avais trouvé une place d'apprentissage en tant que gestionnaire du commerce de détail dans la vente d'articles de sport. Il faut savoir que ce qui m'a beaucoup aidé et beaucoup aidé à tenir dans la vie, ça a été le ski et le snowboard.
que j'ai pratiqué de mes 2 ans à mes 17 ans environ. J'étais tous les jours, en hiver, toutes les vacances, tous les week-ends, de 9h à 17h, j'étais sur les pistes. Je crois que je connais tout le domaine skiable de Villars, Breteuil, Barbeleuse. Et ça m'a beaucoup aidée. Et en été, ce qui m'aidait beaucoup à tenir, ça a été l'écriture. Le temps passe, je fais 1 année et demie environ d'apprentissage et je décide d'arrêter parce que mon maître d'apprentissage, le patron de l'entreprise là où j'étais, m'avait fait beaucoup de sous-entendus. Et à l'âge de 19 ans, on ne sait pas vraiment comment gérer tout ça. C'est le patron, on a 19 ans, on n'a pas envie de perdre sa place, mais on n'a pas envie de se laisser marcher dessus. Tout un drôle d'équilibre à trouver et j'ai préféré arrêter. Heureusement, je suis très entourée. Je vois que mon frère avance dans ses études. Mon petit frère avance aussi. Et on se soutient. En 2018, mon beau-père décède d'un cancer fulgurant. Et mon petit frère se retrouve à ce moment-là complètement orphelin. Ça a été un moment très rude. Il a pu dire au revoir à son papa. Pour mettre un peu de contexte, on s'est retrouvés à discuter avec les médecins et infirmiers qui travaillent aux soins intensifs au CHUV. Et mon petit frère pose simplement la question: est-ce que mon papa va s'en sortir ? Les médecins répondent un non. Ni froid, juste un non neutre. Mon petit frère, à ce moment-là, éclate en sanglots, me serre dans ses bras, me dit que c'est pas juste. Je lui demande s'il est en colère. Il me répond que oui. Et je lui dis que c'est ok et que c'est normal d'être en colère. On lui propose d'aller dire au revoir à son papa en lui disant bien que peu importe sa réponse, c'était ok. Par contre, il ne pouvait pas changer d'avis. C'était soit non, je ne vais pas dire au revoir à papa et c'est ok, soit oui, je vais dire au revoir à papa et c'est ok. Je pense que le fait de lui dire qu'il n'y avait que peu importe le choix, c'était validé. Il n'y avait pas de mauvaise réponse. Et le fait aussi de lui faire réaliser qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, le choix était définitif à ce moment-là, ça l'a incité à aller dire au revoir à son père. Et du haut de ses 11 ans et 2 semaines, tout juste, il y a ce petit bout de chou qui arrive aux soins intensifs pour dire au revoir à son papa et lui dire je t'aime. Je saurais pas expliquer plus que ça, mais j'ai l'impression que notre
relation s'est encore plus renforcée à ce moment-là, juste avant de dire au revoir à son papa, à mon beau-père. Et le fait d'être en fait la figure adulte qui le soutient et qui l'accompagne dans ce moment. Je n'ai même pas les mots. Ce moment horrible et inattendu. Ça a été comme si quelque chose s'était soudé encore plus fortement entre nous. Entre mon petit frère, mon frère et moi. Parce qu'on était les trois à ce moment-là pour dire au revoir à mon beau-père. Aujourd'hui, ce grand garçon est en 3e année de gymnase, bien entouré, avec des potes qui ont la tête sur les épaules, qui sont droits dans leur basket aussi. Et je suis admirative. Surtout à l'âge, durant l'adolescence, entre 11 ans et 18 ans, il y a beaucoup de mouvements. Il y a eu beaucoup de mouvements, je vais pas dire le contraire. Il y a eu des remises en place, remises à l'ordre aussi. Mais dans l'ensemble, c'est un petit rayon de soleil. Enfin, un grand rayon de soleil vu sa taille. Et je suis vraiment fière du parcours qu'il fait et du jeune homme qu'il est en train de devenir. Je pense que les choses dans la vie sont parfois bien faites. Je découvre qu'il y a une école de couture à Sierre où il y a des places d'apprentissage et je décide d'y aller, de faire un stage et de voir si on me prend comme élève, comme apprenti. Je fais un stage en août 2019, je crois. J'ai ma place d'apprentissage dans une école de couture en Valais, école de couture bilingue, français, suisse-allemand. Normalement, les cours étaient donnés en allemand, mais on préférait nous parler en suisse-allemand. Et voilà, je commence en août 2019. Le stage avait eu lieu avant, en fait. Et malheureusement, en 2020, mars 2020, le Covid. Grande époque, grande annonce et fermeture. On ne peut plus aller à l'atelier de l'école de couture. On se retrouve confiné à la maison, à devoir rendre nos travaux, peu importe l'état de nos machines à coudre à domicile. Et je décide à ce moment-là, en mai 2020, d'arrêter l'école de couture. Le temps passe et finalement, je commence une première fois l'éveil en 2021. Je reprends des forces, je reprends un rythme et je suis ravie de rencontrer une équipe comme celle qu'il y a ici. Je ne trouve malheureusement pas de nouvelle voie professionnelle et je demande à ma psychothérapeute si elle peut appuyer ma demande de revenir à l'éveil en début 2025. Chose qui a été validée. Et voilà, j'avance, j'ai plein de projets, des projets qui naissent, des projets en cours. Et aujourd'hui, je changerai ma vie pour rien au monde. Je changerai mon parcours pour rien au monde. Malgré les cassures, malgré les traumas, malgré tout ce qui s'est passé, ça changerait la personne que je suis aujourd'hui. C'est difficile d'en parler, des fois ça monte dans les émotions. En attendant, je réalise la chance que j'ai d'être entourée par les personnes que j'ai autour de moi, d'avoir le lien que j'ai avec mes frères.
On se soutient toujours les uns les autres, peu importe qui est par terre de nous trois, il y en a toujours un pour relever l'autre. Même s'il y en a deux par terre, il y en a un qui va relever les autres. Et même le petit dernier, qui à l'heure actuelle est tout juste adulte, même lui nous fait comprendre qu'on peut compter sur lui en cas de coup dur. Et je trouve ça assez incroyable. Et avec tout ça, je dis quand même merci à la vie malgré les épreuves, de m'avoir fait traverser ça pour avancer et être là où j'en suis aujourd'hui. Vous venez d'entendre l'histoire de Tamara, racontée par elle-même en octobre 2025. Encore merci à elle pour son courage et son témoignage bouleversant. Ces témoignages sont accueillis et enregistrés au sein de l'Éveil et sur base de volontariat. Production et droit, l'Éveil. Chargé de production et responsable du projet, Selim Zegani. Enregistrement, montage audio, habillage audio, mixage, mastering, diffusion, Selim Zegani. Graphisme, Neville Beau. Encadrement et supervision du projet, Oran Mackenzie et David Vial. Toutes les informations concernant l'Éveil sur www.aéveil.ch. Merci pour l'écoute et à très vite pour une nouvelle mélodie de vie.